Et à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi qu'il y a de bien chez YFood, alors surtout tu t'en vas pas, qu'elle. On est tous le compte quelqu'un. Vous la connaissez, cette expression relativiste qui sous-entend qu'aucune intelligence ne prévaut sur celle des autres. En effet, on a tous tendance à considérer que ce sont les autres les cons, que nous, on vaut mieux que ça. D'ailleurs, nous, on a compris comment marche le monde, alors que les autres... Il existe un exercice intéressant qui consiste à demander aux gens d'auto-évaluer leur intelligence par rapport au reste de la population. Exercice intéressant, je vous disais, parce que selon celui-ci, tout le monde ou presque est au-dessus de la moyenne. Quelques personnes réalistes sur leurs conditions oseront peut-être affirmer qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Oui, ça servira quand même à un moment à expliquer qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, eux, même s'ils n'ont jamais eu leur brevet. Et bien qu'il existe des marqueurs relativement objectifs à l'intelligence, comme le bien connu QI, qui sont mesurables et permettent donc un classement, le quotient intellectuel n'est pas pour autant l'intelligence, et ne permet pas à lui tout seul de déterminer si oui ou non, quelqu'un est con. En effet, avec un gros QI, vous pensez peut-être plus vite et à plein de choses en même temps, mais c'est pas ça qui vous empêche de prendre une décision stupide. Et oui, s'il faut un gros processeur pour faire tourner TikTok, une calculatrice de collégien suffit à résoudre les équations de la relativité générale. Un gros cerveau c'est bien, savoir s'en servir, c'est mieux. Et donc, est-ce que l'intelligence et son corollaire, la stupidité, se mesureraient non pas par le QI, la mémoire, la culture ou les notes à l'école, mais par ce qui ressort de tout ça, à savoir nos actions ou nos décisions. Seulement voilà, de prime abord, on n'est pas plus avancé là. Parce que pour juger une décision, on va être à peu près aussi biaisé que pour juger notre propre intellect. Franchement, cet élu là, qui a décidé d'implanter une usine nucléaire juste derrière chez vous, c'est vraiment un gros débile qui massacre le paysage. Ou bien c'est peut-être un type qui va réduire sur le long terme les émissions de carbone, malgré l'avis des cutéreux qui tiennent mordicus à leur diesel. D'ailleurs, tous ces réchauffistes qui hurlent à la fin du monde, là, et qui sont pas foutus de voir qu'il fait chaud en été et froid en hiver comme il a toujours fait, ces mêmes réchauffistes qui vont se moquer des climato-sceptiques, qui bien qu'ayant sceptique dans leur nom, sont pas foutus de remonter à la source d'une information et qui savent pas lire un rapport du GIEC. Ces moutons de triple dosés qui vont joyeusement se faire empoisonner par Big Pharma, et ces connards d'anti-vax qui hurlent au manque de recul juste parce qu'ils ont peur d'une piqûre. Et la liste est longue. Les droitardés et les gauchias, les athées face aux religieux intégristes, les globistes versus les platistes, les véganes contre les viandards. Bref, vous l'aurez compris, on est revenu à notre point de départ. On est tous le compte quelqu'un d'autre. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen objectif de mesurer la stupidité de quelqu'un ? Le classer au-dessus ou en dessous de quelqu'un d'autre ? Une méthode qui nous permettrait enfin de dire « celui-là est un con, un vrai, pure souche et élevé au grain ». Et surtout, une méthode qui nous permettrait nous-mêmes de nous situer sur la courbe, mais surtout de relativiser nos décisions et par là même, nous influencer suffisamment pour qu'elles soient meilleures. Eh bien, peut-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un essai de Carlo Maria Cipolla. Carlo est un historien de l'économie italien, né en 1922 à Pavie et décédé en 2000. Il a été professeur à l'université de Berkeley aux États-Unis et il a notamment étudié le lien entre alphabétisation et développement économique ou encore les épidémies et leurs conséquences sur la société. Et ses écrits se caractérisent par leur humour. Cipolla est capable de traiter avec légèreté des sujets sérieux, n'enlevant absolument rien à la qualité de ses analyses, mais les rendant ainsi plus accessibles. En gros, le mec a tout compris à la didactique. Mais aujourd'hui, on va parler de l'un de ses essais, publié pour la première fois en 1976, qui, à l'origine, n'était pas censé être diffusé ailleurs que dans son cercle d'amis. Seulement voilà, ce qui ne devait être qu'une blague s'est révélé si bien pensé et écrit avec un humour si bien dosé, que cet essai s'est répandu de plus en plus largement et est aujourd'hui connu comme « Les 5 lois de la stupidité » de Carlo Cipolla. Alors, on va devoir commencer par un petit disclaimer. En effet, Cipolla a beau être un universitaire de renom et son analyse a beau être très bien pensée,
Son essai sur les lois de la stupidité ne devait être, à l'origine, qu'une blague. Donc ne cherchez pas de sources ou de notes de bas de page renvoyant à des études chiffrées venant appuyer ses propos. Il n'y en a pas. On va voir que son analyse tient la route parce qu'elle s'appuie sur des raisonnements logiques et des observations empiriques, mais elle ne s'appuie sur aucune donnée statistique et ne peut pas, en l'état, être vérifiée. Bon, par contre, elle est super fandarde, alors on va pas se priver pour autant, hein. J'ajouterais qu'elle a été rédigée en anglais et que, dans la langue de Taylor Swift, stupid peut à la fois être un adjectif et un nom. Mais en français, dire de quelqu'un que c'est un stupide, c'est assez maladroit. Donc on va déployer tout l'éventail créatif de la langue française pour décrire ceux qui étaient malades le jour de la distribution des cerveaux. D'autant que si un universitaire de renom comme Cipolla peut se permettre aussi peu de bienveillance, je vois pas pourquoi moi je devrais faire des efforts. Alors commençons tout de suite la lecture de cet essai. Loi numéro 1. Tout le monde sous-estime le nombre d'individus stupides dans la société. Tout à l'heure, on a vu que tout le monde ou presque surestime son intelligence, ce qui tendrait à impliquer que, pour chacun d'entre nous, on est entouré de cons. Et pourtant, d'après cette première loi, on serait encore loin du compte. On sous-estime tous le nombre d'imbéciles qui nous entourent. Ça a l'air assez trivial, dit comme ça, voire carrément vague, gratuitement méchant et n'apportant rien à la réflexion, et pourtant, regardez le raisonnement que fait Cipolla. En effet, il explique qu'on est régulièrement surpris par le fait, 1. Que des gens que l'on a pu juger rationnels et intelligents par le passé se révèlent soudainement incroyablement cons. 2. Que, jour après jour, avec une incroyable régularité, on est dérangé dans ses activités par des crétins qui apparaissent soudainement et de manière totalement imprévisible, dans des endroits, des circonstances et des heures improbables, pour venir foutre un truc en l'air. 3. Qu'en outre, nous sommes au quotidien sujets à des biais de raisonnement qui nous font juger de manière superficielle de l'intelligence de gens sur la base de leur niveau d'éducation, de leur manière de s'habiller, de leur taille, de leur embonpoint, ou simplement du fait qu'ils portent ou non des lunettes. 4. Qu'on aurait plus facilement tendance à juger quelqu'un de riche ou de haut placé dans une entreprise intelligent. De même s'il a fait de hautes études ou s'il parle avec éloquence. Et ce faisant, il est, d'après Cipolla, bien illusoire de tenter d'évaluer le nombre de gens débiles présents dans la société. Puisque d'après cette loi, quelle que soit l'estimation que l'on fait, on sera en dessous de la réalité. Et ceci nous emmène donc vers la deuxième grande loi de la stupidité. La culture occidentale favorise une approche égalitaire de la vie. Généticiens et sociologues s'ingénient à prouver avec un appareil impressionnant de données et de formules scientifiques que tous les hommes sont naturellement égaux et que si certains sont plus égaux que d'autres, c'est grâce à l'acquis et non à la nature. En gros, si t'es bien né et que le portefeuille de papa est là pour te faire démarrer dans la vie, c'est de l'acquis. Mais si on fait démarrer tout le monde avec la même chose dans la vie, les écarts sociétaux se gomment. Eh bien, Cipolla s'inscrit en faux là-dessus et souhaite apporter une exception à cette vue classique de la société et des êtres humains. En effet, il nous affirme que non, nous ne sommes pas tous égaux. Certaines personnes sont stupides et d'autres non. Et cette différence n'est déterminée que par la nature et pas par une quelconque condition sociale. Notez que depuis tout à l'heure, je le cite directement. Et histoire de continuer, une personne sera stupide comme une autre sera rousse. Une personne appartient au groupe des imbéciles comme une autre appartient à un groupe sanguin. Et la société n'a rien à voir là-dedans. Une personne stupide naît stupide par un acte de la providence. Et si Cipolla affirme être convaincu que la connerie est un trait soit génétique, soit hérité d'une quelconque manière, il affirme aussi haut et fort ne pas être un réactionnaire tentant de réintroduire une ségrégation sociale basée sur la race ou la classe sociale. En effet, il nous affirme croire fermement que la stupidité est un trait parfaitement non discriminant, qui apparaît dans n'importe quelle classe ou groupe social, dans n'importe quelle ethnie ou culture, et ce, toujours selon la même proportion. Et c'est ce qu'affirme sa seconde grande loi. La probabilité qu'une personne soit stupide est indépendante de toute autre de ses caractéristiques. Et oui, point d'eugénisme ou de fascisme là-dedans, hein. Que tu sois blanc, noir, grand, petit, européen, africain, asiatique, riche ou pauvre, tu peux tout autant être intelligent que complètement débile. Quand on étudie les très grands nombres, on se rend compte de certaines choses assez surprenantes. Par exemple, que ce soit dans une population d'Inuits du Grand Nord ou d'aborigènes dans l'outback australien, de citadins européens ou de paysans chinois, quelle que soit l'origine géographique ou sociale des individus, le rapport entre garçons et filles dans les naissances reste le même, avec une très légère prédominance masculine. Comment ça se fait ? On ne sait pas.
Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on est susceptible de trouver ce genre de constante un peu partout. C'est précisément ce que l'on appelle la loi des grands nombres. Et Cipolla théorise le fait que la stupidité fait partie de ces traits dont la probabilité d'apparition ne dépend d'aucun autre facteur. Ainsi, on retrouve le même pourcentage d'imbéciles que l'on considère de très grands ou de très petits groupes. Cipolla explique alors qu'il a mené des analyses autour de lui dans son université. Alors, analyse. C'est le moment où je vous rappelle de garder en tête la nature de ce papier. Quoi qu'il en soit, d'après Cipolla, l'université est un bon endroit pour faire des stats. En effet, on y trouve des gens de toutes les classes sociales, des ouvriers au CSP+, des étudiants, des administrateurs, des professeurs. En s'intéressant aux gens de la classe ouvrière, Cipolla a estimé une fraction d'imbéciles, qui s'est révélée supérieure à ce qu'il avait théorisé. Première loi, tout le monde sous-estime le nombre d'individus stupides dans la société. Il a alors cherché dans la ségrégation, la pauvreté, ou encore le manque d'éducation, les origines de cette connerie. Sauf qu'en remontant dans l'échelle sociale, il a constaté que le même ratio prévalait parmi les employés de l'université, et parmi les étudiants. Plus impressionnants encore furent les résultats parmi les professeurs. Que ce soit dans une grande université ou un petit collège, une institution célèbre ou obscure, il affirme avoir trouvé la même fraction de professeurs stupides. Abasourdi par ces résultats, il décide d'étendre ses recherches à un groupe spécialement sélectionné, à une véritable élite, les lauréats du prix Nobel. Et le résultat a confirmé les pouvoirs suprêmes de la nature. La probabilité qu'une personne soit stupide est indépendante de tout autre de ses caractéristiques. Et en effet, même chez les prix Nobel, on trouve des mecs qui ont été bercés trop près du mur. Ça a l'air un peu incroyable dit comme ça. Et oui, le prix Nobel, c'est quand même censé récompenser des découvertes scientifiques importantes. Ça doit donc être réservé au génie, non ? La probabilité qu'une personne soit stupide est indépendante de tout autre de ses caractéristiques. Il y a donc des imbéciles chez les génies. Mais ça veut rien dire. Les prix Nobel qui racontent de la merde comme des défoncés au crack, ça existe. Et ça porte même un nom. La Nobélite. Quand une personne reçoit un prix Nobel, c'est en général en rapport avec un domaine de compétences bien particulier. Mais ça ne présage en rien de ses compétences dans n'importe quel autre domaine. En revanche, si recevoir un Nobel présage un truc, c'est que le Nobelisé va recevoir toute l'attention des médias. Et comme le biais d'autorité nous fait demander aux dites autorités leur avis sur tout et n'importe quoi, on va poser aux Nobelisés des questions sur la société, la politique ou n'importe quel autre domaine qui n'est pas le sien. Or, vous le savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et bien souvent ça pue la merde. Donc le Nobelisé va donner son avis, même pété, sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et parce que c'est un Nobel, estampillé génie par la presse, on va boire ses paroles. Et prenant de l'assurance, notre Nobelisé va débiter de plus en plus de conneries. Citons par exemple le cas tristement célèbre de Luc Montagnier. Luc Montagnier, c'est celui qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du VIH. Et en principe, pour découvrir un virus, faut pas être un imbécile. Mais ça n'a pas empêché, pendant la crise du Covid, Monsieur Montagnier, qui croyait déjà à la mémoire de l'eau, de prétendre que le virus du Covid était un hybride génétique fabriqué avec des gènes du VIH. Ça faisait des années déjà que les plus grands virologues du monde mettaient en garde contre les affirmations de Montagnier. En 2017, une quarantaine de prix Nobel étaient co-signataires d'une lettre ouverte lui demandant d'arrêter ses délires, notamment anti-vax ou sur l'homéopathie. Eh oui, on peut être un prix Nobel et avoir un pet au casque. Et il est loin d'être le seul. Eh oui, rappelez-vous, si vous pensez avoir une idée du nombre de prix Nobel touchés par la Nobélite, vous êtes forcément en dessous. Linus Pauling, prix Nobel de chimie en 1954, a affirmé que la vitamine C guérit le cancer. William Shockley, Nobel de physique en 1956, estimait que les noirs ont un QI inférieur aux blancs. James Dewey Watson, Nobel de médecine en 1962, pensait qu'il y a un lien entre le soleil et la libido, pour expliquer le personnage du Latin Lover. Brian David Josephson, Nobel de physique en 1973, croyait que la physique quantique expliquait la télépathie et croyait en l'existence d'une propagande anti-paranormale.
Kary Mullis, Nobel de chimie en 93, a quant à lui affirmé que l'astrologie fonctionne et que le VIH ne cause pas le sida. Tiens, celui-là il va vous faire mal. Erwin Schrödinger. Oui, le mec du chat. Eh ben lui, il était à fond sur la clairvoyance et la télépathie. Eh mais c'est pas assez pour les traiter d'imbéciles. Et comment tu sais qu'ils ont pas raison d'abord ? J'y viens. C'est la 3e loi. Mais je finirai sur la 2e en disant ceci. La 2e loi a ça de beau qu'elle met tous les groupes sociaux sur un pied d'égalité. Les mouvements féministes peuvent y voir le fait que les hommes ne sont pas moins des imbéciles. Les pays sous-développés peuvent y voir qu'après tout, les pays développés ne le sont pas tant que ça, puisqu'ils ont autant de crétins qu'eux. Mais cette loi a aussi ça d'effrayant que vous évoluiez dans des cercles d'intellectuels ou parmi vos collègues à l'usine, que vous fassiez un golf avec des riches ou que vous distribuiez la soupe au resto du cœur, vous êtes entouré du même nombre de débiles congénitaux. Et là, j'entends poindre une remarque. Comme par hasard, les débiles, c'est les anti-vax. Les cons, c'est toujours les autres. Donc, est-ce qu'on est revenu au point de départ, celui qui dit qu'on est tous le con de quelqu'un ? Eh bien, justement, ce qu'il y a de plus beau dans les 5 lois de la stupidité, c'est la 3e, qui va nous donner une définition claire et objective de ce qu'est un abruti. Et oui, c'est toujours plus facile de voir la connerie chez les autres. Et la définition de la connerie, c'est comme les avis et les trous du cul, chacun a la sienne aussi. Même si souvent le con, c'est simplement celui qui ne pense pas comme nous. Alors, plutôt que de nous borner à cette définition qui ne nous fait pas trop avancer, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter la matrice de Cipolla. Elle va nous permettre de classer les gens en 4 grandes catégories et nous montrer qu'un prix Nobel peut aussi être un sombre imbécile. Imaginez un graphique avec abscisse et ordonnée. Il va nous servir à classer les gens en fonction de 2 caractéristiques. Pas plus. En abscisse, on va classer les gens qui, pour une action donnée, vont soit en tirer personnellement un bénéfice ou un préjudice, et en ordonnée, vont créer un bénéfice pour un tiers ou un préjudice pour un tiers. Attention, on parle là de bénéfice ou de préjudice au sens large, pas spécialement financier. Ça peut être gagner du temps ou en perdre, se soigner ou se blesser, casser ou réparer un bien matériel, ou gagner en bonne ou en mauvaise humeur. En gros, n'importe quoi qui peut être considéré comme un bénéfice ou un préjudice. Si vous entreprenez une action qui va créer un bénéfice pour vous tout en créant un bénéfice pour d'autres personnes, félicitations, vous êtes dans la catégorie de ceux que Cipolla appelle les intelligents. Alors, j'ai dit que ça n'avait rien à voir spécifiquement avec des considérations financières, mais il n'empêche qu'un bon exemple, c'est une personne qui va créer une entreprise. Par exemple, le plombier qui vient réparer votre évier qui fuit, il fait un truc que vous ne pouvez ou ne voulez pas faire vous-même, vous rendant ainsi un service. Et vous le payez. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Si vous créez un bénéfice pour quelqu'un d'autre sans en créer pour vous, ou en vous créant un préjudice, vous êtes dans la catégorie que Cipolla appelle « helpless ». Le problème du mot « helpless », c'est que là aussi, ça se traduit assez mal. On peut le comprendre comme sans espoir, sans défense, impuissant, sans ressources, ou encore incapable. Mais aucune de ces traductions ne colle vraiment au concept. Alors, je vous propose à la place de parler des désintéressés, des généreux, voire même des naïfs ou des pigeons. Si vous filez 10 balles à un clodo, vous créez un préjudice de 10 balles. Mais vous avez créé un bénéfice pour quelqu'un d'autre. Mais en rendant des services désintéressés de manière répétée, vous pouvez aussi devenir la cible de la 3e catégorie théorisée dans la matrice de Cipolla. Les bandits. Le bandit, c'est celui qui va créer un bénéfice pour lui-même tout en créant un préjudice pour les autres. Et bien évidemment, le premier qui vient à l'esprit, c'est le voleur. Mais encore une fois, ne pensez pas aux bénéfices et aux préjudices uniquement en termes d'argent. Une personne toxique, par exemple, se classe dans la catégorie des bandits. Par exemple, imaginez un collègue qui va dire du mal de vous au patron, juste pour se faire bien voir. Il en tire un bénéfice, et vous, un préjudice. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez déjà compris où tout cela nous mène. Et je profite du fait d'être à environ la moitié de mon script pour vous dire que si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes curieux de la suite, donc je vous invite chaudement à vous abonner. Comme ça, l'algo YouTube vous suggérera des vidéos de culture générale et moi j'aurai plus d'abonnés. C'est gagnant-gagnant, donc abonnez-vous, c'est une action intelligente. Et donc,
Bien entendu, dans la dernière partie du graphique, on trouve les gens qui causent un préjudice aux autres tout en s'en causant à eux-mêmes. Bienvenue dans la zone de la stupidité. Et donc, la troisième et la plus importante des lois de la stupidité de Cipolla nous dit ceci. Une personne stupide est une personne qui cause un préjudice à quelqu'un d'autre ou à un groupe de personnes alors qu'elle-même n'en tire aucun bénéfice et même éventuellement subit un préjudice. Confrontée pour la première fois à cette matrice, une personne raisonnable répond instinctivement par son scepticisme. C'est dû au fait qu'une personne rationnelle a du mal à concevoir ou comprendre un raisonnement irrationnel. Mais toujours avec Cipolla, jetons un œil à ce à quoi ressemble notre vie au quotidien. On se souvient tous d'occasions où un type a commis une action entraînant pour lui un gain et pour nous une perte. Nous avons eu affaire à un bandit. Qu'il s'agisse d'une arnaque, de quelqu'un qui nous a fait perdre notre temps ou du voisin qui emprunte une perceuse et qui la rend jamais. On a aussi tous dans nos souvenirs le cas d'une personne qui a provoqué notre bénéfice à son propre détriment. On a eu affaire à un généreux ou à un naïf. En effet, Mémé qui te donne 50 balles à ton anniversaire, elle est généreuse. Mais Jean-Kévin qui depuis 10 ans te prête régulièrement du fric sans jamais avoir vu l'ombre du moindre remboursement, lui c'est un naïf. De même, on a tous vécu une situation où quelqu'un a généré un bénéfice aussi bien pour lui que pour nous. Ce sont les personnes dites intelligentes. Seulement, ce ne sont pas ces actions-là qui rythment nos journées. Au contraire, on est le plus souvent confronté à des situations qui nous font perdre du temps, de l'argent, l'appétit ou la santé, et tout ça à cause de l'action improbable d'un individu stupide qui n'a rien à gagner à nous causer des ennuis. Et personne ne peut réellement comprendre ou savoir pourquoi cet individu fait ce qu'il fait. Et en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle, ou alors il y en a une seule, cette personne est stupide. Allez, rien de tel que des exemples. Prenons le cas du covoiturage. Imaginons une personne qui propose à ses collègues de les véhiculer tous les jours pour aller au boulot en échange d'une fraction du prix de l'essence. Dans cette situation, chacun paye son déplacement moins cher que s'il l'avait fait tout seul. Tout le monde y gagne. Cette personne est intelligente. Imaginons maintenant une autre personne qui tous les jours emmène son collègue au boulot et en 10 ans de boîte n'a jamais demandé la moindre compensation. Cette personne est soit généreuse, soit naïve. Dans un troisième cas, nous avons aussi celui qui trouve toujours une excuse pour se faire véhiculer par d'autres sans jamais donner de compensation. Vous l'aurez compris, lui il se range dans la catégorie des bandits. Et maintenant, pensez à celui qui promet de véhiculer ses collègues, qui arrive une demi-heure en retard pour les chercher et trouve encore le moyen de se perdre en chemin. À cause de lui, tout le monde est à la bourre au boulot et lui avec. Mesdames et messieurs, l'imbécile. Pour le plaisir, prenons encore l'exemple de YouTube. Vous avez d'abord le youtubeur qui crée un contenu de qualité, permettant ainsi à ses abonnés de prendre du bon temps. Grâce à la YouTube Money, il va gagner de l'argent en faisant un truc qui lui plaît. Mais en faisant apparaître dans ses vidéos des collègues moins connus que lui, il va générer des abonnements sur leur chaîne, créant pour lui, pour ses collègues et pour son audience, un bénéfice. Ce youtubeur est intelligent. Vous avez aussi le youtubeur qui, par exemple, va prendre publiquement la défense d'une victime d'arnaque. En aidant cette personne, il n'y gagne rien, et pire, il se retrouve avec des menaces et des procès au cul. Préjudice personnel et bénéfice pour un tiers, on est chez les désintéressés. Et maintenant, considérez le cas de ce youtubeur, ou ce streamer d'ailleurs, dont l'existence de la chaîne tourne autour du principe de faire du mal aux autres, via des clashs par exemple, afin d'augmenter sa popularité en s'attribuant des points de vertu, en expliquant à quel point lui c'est le gentil, tout en dénigrant les autres, en propageant des mensonges à leur sujet, tentant de leur faire une mauvaise réputation, voire de leur sucrer leur sponsor. Vous voyez tous de qui je veux parler, et vous pensez probablement tous à quelqu'un d'autre. Nous avons là un bandit. Mais attention, cher bandit, prends garde à avoir le cul propre, parce qu'en agissant de la sorte, tu te mets tout le YouTube game à dos. Et s'il s'avère que tu es toi-même bien moins vertueux que tu ne le prétends, si tu trébuches, tous les collègues que tu as traînés dans la boue ne manqueront pas de te le rappeler en tirant sur ton ambulance. Ce faisant, tu auras causé un préjudice aux autres, tout en t'en causant un à toi aussi. Bienvenue chez les imbéciles.
Ouais, mais bon, avec cette définition, tout le monde peut faire un truc stupide et être qualifié d'imbécile. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime cette façon de voir les choses. En étant objective, loin de nous permettre de nous complaire dans l'idée que les cons c'est les autres, elle nous montre que tout un chacun peut être l'auteur d'actions stupides. En y réfléchissant un peu, on peut tous se reconnaître dans une action qui nous place en bas à gauche de la matrice. Et ça, c'est pas très confortable. Cette matrice nous montre qu'on peut tous être à la fois intelligents, désintéressés, bandits ou cons comme une valise sans poignée. Seulement voilà, pour Chipola, les actions isolées ont peu d'importance. On a tous été dans les 4 zones de ce graphique. Ce qui compte réellement, encore une fois, c'est à quelle fréquence vous vous égarez dans ces zones. Dans certaines circonstances, une personne agira de manière rationnelle et intelligente, mais dans d'autres, elle agira comme une personne désintéressée ou naïve. Mais c'est une forte propension à se retrouver encore et encore dans la zone des actions stupides qui fait d'elle une abrutie. Et encore une fois, ce qui est beau dans cette définition, c'est qu'elle est objectivement mesurable. Bon, c'est potentiellement compliqué, parce qu'il faudrait suivre une personne en continu et analyser en profondeur la portée de chacune de ses actions pour déterminer de manière absolue si elle est stupide ou non. Mais elle permet, même de manière relative, de comparer pour une situation donnée les réactions d'un panel de gens, et les classer dans l'une de ces catégories. Mais on peut donc aussi en déduire que certaines personnes se retrouveront statistiquement plus fréquemment dans l'une ou l'autre des zones du graphique, permettant ainsi de leur attribuer une caractéristique dominante. On peut donc caractériser une action particulière comme stupide ou intelligente, mais c'est à force de vous retrouver encore et toujours en bas à gauche qu'on pourra dire de vous que vous êtes con à bouffer du foin. Mais ceci nous permet aussi de faire quelques digressions sur les types de personnes bandits et stupides. Ce que Chipola appelle le bandit parfait, c'est la personne qui, par ses actions, cause à d'autres individus des pertes égales à ses gains. J'explique. Le type de banditisme le plus évident que vous pouvez imaginer, c'est évidemment le vol. Une personne qui vous vole 100 balles sans vous causer de pertes ou de préjudices supplémentaires est un bandit parfait. Vous perdez 100 balles, il gagne 100 balles. Dans le graphique de base, les bandits parfaits se placent sur une ligne diagonale à 45 degrés qui divise la zone B en 2 sous-zones symétriques. Cependant, les bandits parfaits sont relativement peu nombreux. Il est plus probable que si un mec vous vole 100 balles, il vous ait cassé la gueule au passage, ou bien si c'est un cambrioleur, il aura d'abord ravagé votre baraque pour les trouver. Le préjudice pour vous est plus grand que son bénéfice à lui. Cette ligne diagonale divise donc la zone des bandits en 2 sous-zones que Chipola appelle BI et BS. En effet, nous avons les bandits plutôt intelligents et les bandits plutôt cons. Les bandits de la zone BI sont des individus dont les actions leur apportent plus de bénéfices qu'elles ne vous causent de préjudice. Imaginons par exemple ce bandit qui vous taxerait 100 balles et qui ferait un placement intelligent avec, placement que vous-même n'auriez jamais fait, de manière à ce que ça lui rapporte plus d'argent que ça ne vous en aurait apporté à vous. Plus un bandit se trouve en haut dans la zone BI, plus il est proche des personnes intelligentes. Sauf qu'on croise beaucoup plus de bandits dans la zone BS, c'est-à-dire des bandits proches de la stupidité. Ce sont ceux dont les actions provoquent un plus grand préjudice aux autres que de bénéfices à eux-mêmes. Encore une fois, pensez au cambrioleur qui va vous voler des bijoux de famille avec une forte valeur sentimentale, mais dont il va tirer 20 balles chez un négociant en or, ou alors celui qui va vous ravager la baraque et fracasser tous vos bibelots pour récupérer 50 ou 100 balles en liquide. Pensez encore aux faits divers sordides, où des gens se font tabasser ou tuer pour une clope ou un portefeuille, où souvent en plus il n'y a encore pas grand-chose. Mais encore une fois, si on ne pense pas seulement à la question d'un point de vue financier, imaginez le type qui va pousser une nana à quitter son mec en lui faisant de grandes promesses, tout ça pour se la taper et la ghoster. Il a détruit un couple pour un coup de bite. Ces bandits-là sont très proches de la stupidité. Chipola cite aussi l'exemple des généraux, qui causent de vastes destructions et des pertes innombrables dans l'espérance d'une promotion ou d'une médaille. Si les bandits se répartissent dans leur zone, les imbéciles, eux, sont principalement concentrés le long de l'axe des ordonnées. La raison est que la majorité des personnes stupides causent du tort aux autres, mais sans que cela n'ait d'impact direct sur eux, qu'il soit positif ou négatif.
Dans une grosse entreprise, votre collègue incompétent vous rajoute du travail, mais sans en subir un préjudice particulier, parce que ces conneries ne sont pas assez graves pour le faire foutre à la porte. De même que votre voisin qui fait chier son chien devant chez vous. Il a rien à y gagner, mais vous allez quand même marcher dedans. Ou encore celui qui a fait un graffiti sur votre maison fraîchement repeinte. Il y gagne strictement rien, mais il a salopé votre façade. Tous ces gens du quotidien se retrouvent donc le long de cet axe, causant des torts plus ou moins graves, mais n'en tirant aucun bénéfice ni préjudice. Il y a cependant des gens qui, par leurs actions improbables, non seulement causent des dommages à d'autres personnes, mais en plus se font du mal à eux-mêmes. Ce sont des sortes de super débiles qui, dans notre matrice, apparaîtront quelque part dans la zone de la stupidité, à gauche de l'axe des ordonnées. Et là, il faut qu'on parle du lien entre conneries et pouvoir. En effet, il n'est pas difficile de voir dès lors que plus une personne se trouve en haut de l'échelle sociale, politique ou institutionnelle, plus son pouvoir de nuisance est important. Et c'est pour ça que l'on peut ranger un prix Nobel en bas à gauche du graphique. En effet, un prix Nobel a gagné un prix prestigieux pour une avancée scientifique qui profite à la société. On est sur du gagnant-gagnant, et donc on devrait le placer dans la zone des intelligents. Mais, reprenons l'exemple de Luc Montagnier. Et histoire de continuer à me faire des amis, même s'il n'a pas de Nobel, on pourrait aussi parler du professeur Raoult. Déjà, c'est pas Montagnier qui a découvert le VIH, mais l'équipe de recherche qu'il dirigeait. Idem pour les recherches de Raoult, c'est pas les siennes, mais celles de ses équipes. La plupart du temps, il se contentait de mettre sa signature sur le papier de recherche. Donc ça atténue déjà pas mal leur impact positif personnel sur la société. Mais surtout, ensuite, avec leur aura de prix Nobel ou de directeur de l'IHU de Marseille, ils ont poussé des milliers, peut-être des millions de gens vers l'antivaxisme, la médication sauvage et le complotisme pendant la crise du Covid. Et ce faisant, Montagnier est définitivement tombé en disgrâce et Raoult s'est retrouvé avec tout un tas d'enquêtes administratives au cul rapport à ses magouilles. Sans compter sa réputation. Ils ont donc fait beaucoup de tort à la société, au point que l'on peut les juger indirectement responsables de la mort de gens, probablement assez nombreux d'ailleurs. Et ils se sont donc tirés une balle dans le pied au passage. Ça les range pas vraiment du côté intelligent de la matrice. Et le fait est que, même s'il est difficile à estimer de manière fiable, on est en droit de se demander à quel point leur impact positif sur la société compense, ou non, leur impact négatif. Mais, bien évidemment, et sans s'y limiter, on peut aussi penser à l'impact d'une personnalité politique, d'un dirigeant d'une grande entreprise ou d'un chef militaire, dont les décisions impactent des milliers, des millions, voire des milliards de gens. Pensez par exemple à Poutine, qui provoque la mort de milliers de gens, des destructions à hauteur de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, une mise au ban de la Russie, une hausse globale des prix de certaines marchandises, une guerre qui, à l'heure où j'écris ces lignes, a duré plus longtemps que la Première Guerre mondiale. Tout ça pour ne même pas remplir ses objectifs. Trump, par contre, je pense que c'est un bandit. Il s'est fait élire en promettant d'arrêter des guerres et de faire baisser le coût de la vie aux US, et pendant que tout l'inverse arrive, lui et ses proches se mettent des milliards en poche. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez de ces personnalités. Et des autres. Vous pouvez adhérer aux idées des uns, rejeter celles des autres, mais avec la matrice de Chipola, et en essayant d'évaluer de manière objective l'impact de leurs décisions, vous pouvez déterminer qui est intelligent, qui est un bandit, et qui ne vaut pas mieux qu'une roue de secours sur un frigo. Mais, maintenant qu'on a parlé du lien entre connerie et pouvoir, faut aussi qu'on parle du pouvoir de la connerie. En effet, les personnes stupides sont, par essence, dangereuses et nuisibles parce que les personnes rationnelles ont du mal à imaginer et à anticiper un comportement irrationnel. Une personne intelligente peut comprendre la logique d'un bandit. Les actions du bandit suivent un modèle rationnel. Immoral, mais rationnel. C'est simple, il veut un bénéfice personnel. Il est certes pas assez intelligent pour imaginer une façon d'y arriver qui permette à d'autres d'en tirer bénéfice aussi, mais sa façon de faire reste logique. Et du coup, vous pouvez anticiper ce qu'il va faire, et vous prémunir de ses actions. Vous pouvez mettre un verrou sur votre porte de garage pour éviter qu'un bandit ne le visite durant votre absence.
Mais vous pouvez plus difficilement anticiper qu'un idiot va la défoncer en reculant dedans avec son camion et se barrer sans même vous prévenir. Un imbécile va vous causer du tort sans raison, sans en tirer un quelconque bénéfice, sans plan ni stratagème, et souvent même sans volonté. Et le tout au moment et aux endroits les plus improbables. Vous n'avez aucun moyen rationnel d'anticiper leurs actions. Aucun moyen de dire quand l'idiot va attaquer. Confronté à un individu stupide, vous êtes à sa merci. Parce que ses actions ne suivent pas de plan rationnel. Toujours d'après Chipola, il s'ensuit donc que 1. On est généralement surpris par l'attaque de stupidité, et 2. Même si on en a conscience, on ne peut pas organiser une défense rationnelle, car l'attaque elle-même est dépourvue de rationalité. Friedrich Schiller écrivait « Contre la stupidité, les dieux mêmes se battent en vain ». Bon, mais revenons-en maintenant à la 4e loi de la stupidité. Que les personnes situées dans la zone en haut à gauche de la matrice, et notamment les naïfs, ne soient pas capables de juger de la dangerosité d'une personne stupide, c'est assez logique. En effet, c'est leur caractéristique principale que de se faire avoir. En revanche, il est plus étonnant de constater que les personnes intelligentes et même les bandits sous-estiment, elles aussi, le pouvoir de nuisance des imbéciles. En effet, confrontés à la stupidité, la plupart des gens se laissent aller à des sentiments d'autosatisfaction et de mépris, persuadés de leur supériorité. Alors qu'à la place, ils devraient tout mettre en œuvre pour bâtir un système de défense vis-à-vis des cons. Chipola nous dit qu'on est tenté de penser qu'un imbécile ne peut se faire du mal qu'à lui-même. Mais c'est oublier que, de la foule, peut émerger un imbécile avec un fort pouvoir de nuisance. De même, à l'occasion, on peut être tenté de s'associer à un imbécile pour une quelconque entreprise, voire penser l'utiliser à son propre avantage. Mais faire cela peut avoir des effets désastreux. Car, 1. Faire ça repose sur une incompréhension complète de la nature même de la connerie. Et 2. Ça donne à l'imbécile une marge de manœuvre supplémentaire pour l'exercice de son don. En effet, si vous pensez pouvoir utiliser un crétin pour lui faire un truc et porter le chapeau à votre place, vous sous-estimez sa capacité à faire une connerie de manière totalement inattendue, et à vous entraîner dans sa chute. Pour illustrer ça, je ne peux pas résister à l'envie de vous raconter une histoire vraie, mais pour laquelle je peux malheureusement pas donner de nom, même si elle est vieille de plus de 20 ans. C'est l'histoire d'un patron véreux, à la limite du mafioso, qui, pour ne pas payer d'impôts, magouille salement et, par le truchement d'emplois fictifs et de placements douteux, confie à sa souris, une jeune imbécile qui a placé toute son intelligence dans son décolleté au détriment de sa boîte crânienne, la tâche de garder un œil sur une gigantesque pile de pognon qu'il dépose sur un compte à son nom. Mais ce patron véreux a fait l'erreur de confier une tâche, somme toute simple, à une imbécile. Plutôt que de veiller sur le magot, cette nouille en a dépensé une belle quantité, attirant grâce à son train de vie totalement disproportionné, l'attention du fisc. Et une fois soumise à un contrôle, elle s'est contentée avec la plus grande des candeurs de dire d'où venait l'argent. L'un comme l'autre ont fini en tôle. Mais imaginez aussi l'histoire de ce type qui envoie un ami, et en l'occurrence un imbécile, convoyer une voiture transportant des choses pas très légales. L'imbécile va rouler selon sa nature et encastrer la bagnole dans un mur. Enquête des flics, prison. Ou imaginez même ce que ça donnerait si vous confiez à un imbécile la tâche pourtant simple de poster un courrier avec un chèque important dedans, et qu'il le perd en cours de route. Et tout ça nous emmène donc vers la 4e grande loi de la stupidité. Les personnes non stupides sous-estiment toujours le pouvoir de nuisance des individus stupides. En particulier, elles oublient qu'à tout moment, en tout lieu et en toute circonstance, traiter et ou s'associer avec des personnes stupides s'avère toujours être une erreur coûteuse. Mais maintenant, au lieu de considérer les bénéfices et les préjudices à l'échelle des individus, considérons-les à l'échelle de la société. Et la société, on va la considérer comme la somme algébrique des individus qui la composent. Et si on fait ça, la 5e loi de la stupidité, la plus fondamentale de toutes, dit ceci. Une personne stupide est le type de personne le plus dangereux. Et son corollaire, une personne stupide est plus dangereuse qu'un bandit. Reprenons notre bandit parfait de tout à l'heure,
celui qui se trouve sur une ligne diagonale dans la zone en bas à droite. En fait, ces actions ne créent ni ne détruisent de richesse ou de bien-être. Il ne fait que transférer 100 balles de votre portefeuille vers le sien. Il s'est opéré un transfert, mais à l'échelle de la société, la somme des richesses ou du bien-être est la même. Si on imagine une société uniquement faite de bandits parfaits, la somme totale de richesses ou de bien-être reste constante. On a juste affaire à des transferts d'une personne vers l'autre. Mais quand les imbéciles se mettent à l'œuvre, c'est pas la même histoire. En causant des pertes à d'autres sans pour autant générer de gains pour eux, ils appauvrissent la société dans son ensemble. Il en est de même dans une moindre mesure pour les bandits de la zone BS de tout à l'heure, de même que les naïfs qui se trouvent dans la partie basse de leur zone. Les gens qui se trouvent là provoquent chez eux des préjudices plus importants que les bénéfices qu'ils apportent à d'autres. En résumé, toutes les personnes ou toutes les actions qui se trouvent à gauche de la diagonale qui traverse le graphique appauvrissent la société, que ce soit en richesse, en bien-être ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont des actions délétères qui, à l'échelle de la société, font plus de mal que de bien. Et il est entendu que pour les actions ou les personnes qui se trouvent de l'autre côté, c'est l'inverse. Une partie des généreux ou des naïfs et des bandits contribuent à la société, mais selon la matrice de Cipolla, le propre d'une action ou d'une personne intelligente, c'est d'apporter quelque chose de positif systématiquement. De la même manière, les bandits tirant le plus vers la stupidité et les plus gros pigeons ont un impact négatif sur la société. Mais ceux pour qui c'est systématique, c'est les imbéciles. Et donc, en toute logique, si un bandit cause un tort, même grave, mais en tire un bénéfice, à l'échelle de la société, son impact reste toujours moins négatif que celui d'un imbécile qui fout tout en l'air et se pète la gueule au passage. Par exemple, si un braqueur force votre commerce et s'empare de la caisse, il vous cause un préjudice, mais l'argent va circuler dans la société. C'est un bandit. Imaginons maintenant qu'il force votre commerce, s'empare de la caisse, mais que celle-ci est sécurisée et les billets sont aspergés d'encre indélébile, les rendant inutilisables. Et en outre, il y a sa gueule sur la vidéosurveillance et il se fait gauler. C'est un imbécile. Car contrairement au premier cas, vous avez toujours perdu votre argent, votre porte est toujours défoncée, mais le pognon ne bénéficie à personne d'autre. Et le braqueur lui-même finit au séchoir. Alors, vous êtes peut-être assuré, mais c'est pas ça qui répare instantanément la porte, pas plus que ça ne calme le traumatisme de votre vendeuse, sans compter que ça coûte quand même du fric à quelqu'un, puisque ça le coûte à l'assurance, et par ruissellement, aux gens qui cotisent. Tout le monde est perdant. À l'échelle de la société, elle s'est appauvrie. Et c'est pour ça qu'à l'échelle de la société tout entière, un individu stupide est plus dangereux même qu'un bandit qui va commettre une action équivalente. Et donc, les individus stupides sont le type de personnes le plus dangereux. Et plus vous leur donnez de pouvoir, plus ça se vérifie. En conclusion de son article, Carlo Cipolla nous invite à une réflexion sur la société. Et même si son essai n'a pas de fondation scientifique, je vous laisse méditer sur ses conclusions. Selon la deuxième loi de la stupidité, la fraction de personnes stupides est une constante qui n'est pas affectée par le temps, l'espace, la race, la classe ou toute autre variable socioculturelle ou historique. Ce serait donc une grave erreur que de croire que le nombre de personnes stupides dans une société en déclin est plus élevé que dans une société en développement. Ces deux sociétés sont tourmentées par le même pourcentage de personnes stupides. La différence entre les deux est que, dans celle qui fonctionne mal, 1. Les membres stupides de la société sont autorisés par les autres membres à devenir plus actifs et à prendre plus de décisions. Et 2. Il y a un changement dans la composition de la partie non stupide de la population, avec une augmentation proportionnelle des populations de naïfs et de bandits, les plus proches de la stupidité. En gros, ce qui provoque le déclin d'une population, c'est pas l'accroissement du nombre de gens stupides, c'est l'accroissement du nombre de bandits et de naïfs, et surtout qu'on file plus de pouvoir aux débiles. Cipolla nous dit qu'il suppose ceci sur la base des études qu'il a menées en tant qu'historien, et où il constate que la fraction de gens stupides ne change pas, mais qu'une société qui progresse est une société où les gens intelligents parviennent à maintenir les imbéciles à distance des décisions importantes, tout en produisant en même temps suffisamment de bénéfices pour eux-mêmes et le reste de la société. A l'inverse, une société où la fraction d'imbéciles est la même, mais où ceux-ci sont laissés libres de prendre leurs décisions à la con, et où on laisse proliférer les bandits à tendance stupide, est condamnée à partir à volo. Je redis ce que j'ai dit au début. Cet essai était avant tout une blague.
Mais une blague qui s'est révélée si bien pensée qu'elle a tourné à l'international. Mais en écrivant ça, Cipolla n'a pas laissé de note de bas de page permettant d'étayer ses dires par des chiffres. Cependant, que ce raisonnement soit fondé ou pas, la conclusion qu'il en tire me paraît logique quoi qu'il arrive. Si on veut vivre dans une société qui va dans le sens d'un maximum de bénéfices pour un maximum des individus qui la composent, il ne faut pas laisser le pouvoir aux débiles. C'est pourquoi il est important de former les jeunes générations à l'esprit critique, de nous reposer sur des données scientifiques vérifiées et pas sur des croyances populaires, et de débunker les idées stupides afin de ne pas les laisser se propager. Et ainsi, on ne diminuera pas le nombre d'imbéciles congénitaux dans la société, mais on fera en sorte que les seuls à qui ils portent préjudice, ce soient eux-mêmes. Et de cette façon, la société, dans sa globalité, en sortira plus riche, que ce soit en biens, en argent, en connaissances, et même en bien-être. Voilà. Ainsi se conclut l'essai sur les 5 lois de la stupidité de Carlo Cipolla. C'est drôle, c'est profond, ça a le mérite d'éliminer l'assertion qui dit qu'on est tous le con de quelqu'un. Bref, moi j'aime bien. Mais ce que j'aime le plus, c'est cette matrice. Elle permet pas juste d'identifier les cons, elle rend aussi plus intelligents. En effet, à la fin du papier, on trouve encore un truc intéressant. Une matrice vierge pour nous aider à évaluer notre rapport à une personne en particulier. En ordonnée, vous évaluez si votre relation apporte un bénéfice ou un préjudice à la personne en question. Et en abscisse, vous faites pareil pour vous. Si votre relation vous apporte des bénéfices à vous deux, parfait. Si votre relation vous nuit à tous les deux, ou bien qu'elle n'apporte des bénéfices qu'à l'autre personne, il est grand temps d'y mettre fin. Et si cette relation vous apporte des bénéfices tout en étant coûteuse pour l'autre, c'est à vous d'envisager, pour le bien de l'autre, d'y mettre un terme. Bon, mais moi ce que je vois là-dedans, c'est surtout une matrice qui permet au quotidien d'évaluer ses actions. Ce que je m'apprête à faire, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif ? Est-ce que ça va être au détriment de quelqu'un d'autre ? L'un des aspects de la stupidité, c'est peut-être déjà de ne pas réfléchir à ça en amont et de se lancer dans une entreprise catastrophique pour laquelle n'importe qui d'autre aurait vu à l'avance que ça allait être un naufrage. Mais si au quotidien vous êtes capable de réfléchir à la portée de vos actions et à les choisir en conséquence afin de maximiser votre bénéfice et celui des autres, finalement, est-ce que ça ne vous place pas déjà de facto au moins sur le chemin de l'intelligence ? Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Bonjour tout le monde. C'est quoi ce barouf? Et il est où ce peleux? Tu sais que sa grand-mère lui a offert une guitare? Ouais. Il a monté un groupe de blues, je leur prête le studio d'enregistrement, Oh putain, faut que je vois ça. Et Mifflin, c'est une nouvelle chanson qu'on peut faire? Fais voir le texte. Ouais, ok. Ça te plaît? On fera avec, mais tu pourrais faire un effort. Quand le temps me manque et que tout va trop vite, je ne fonce plus au fast-food, j'évite. « 500 millilitres de bon lait bien dosé, un quart de mes besoins dans quelques gorgées. » Y-Food, mon allié du quotidien. Coco, banane, vanille, ça fait plus de bien. Fraise, cerise, mangue, un goût pour chaque envie. Citron, citron vert, pêche, orange ou vanille. Ça ne remplace pas un bon petit repas, mais quand t'as faim et plus le temps, pourquoi pas? Plutôt qu'un fast-food trop calorique et salé, une bouteille Y-Food, plus simple, mieux dosée. Équipe de solo!
Astrono YouTube t'offre 10%, c'est malin. Tu le tapes à la commande ou tu cliques sans hésiter. Le lien est juste en description pour économiser. YFood, mon allié du quotidien. Coco, banane, vanille, ça fait plus de bien. Alors, si le temps te file entre les doigts, pense à YFood et au code Astrono. Tu verras la différence chez toi. Joseph, t'es sûr que tu veux pas prendre un parolier?